Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique du continent. Et dans l'actualité, les dynamiques de la CEDEAO fragilisées par l'officialisation de la création de la Confédération des États du Sahel. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, viennent d'acter la création officielle d'une nouvelle instance sous-régionale. Cette étape marque-t-elle définitivement la sortie officielle de ces trois pays de la CEDEAO? À quoi s'attendre dans les tout prochains mois? Comment la dynamique économique sous-régionale va-t-elle s'adapter? Élément de réponse avec nos invités ici en studio. Alain-Serge Kouadio, consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci M. Stéphane Soumaro, le plaisir est partagé. Et avec nous en studio, M. Serge Patrick de Souza, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Soumaro. Alors, messieurs, avant d'entrer dans le fond du sujet, on va s'arrêter un instant sur la forme. Un sommet de l'Alliance des États du Sahel convoqué à la veille du 65e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Quelle lecture est-ce que vous faites de ce timing? Vous savez, M. Soumaro, déjà, là, nous sommes carrément en matière de... Je vais dire comme ça, un bras de fer politique diplomatique. Donc il fallait pour les États de l'AES affirmer les déterminations à continuer le projet qu'ils se sont assignés, qui est de créer une sorte d'alternative par rapport à la CEDEAO, par rapport aux alliances sous-régionales. Donc, tenir leur sommet à la veille de celui de la CEDEAO, c'est tout simplement marquer la rupture nette. Mais quand vous regardez le contenu des discours, vous vous rendez compte que finalement, ils ont décidé de ne plus ouvrir une possibilité de négociation pour un retour. Parce que c'est un enjeu aussi capital par rapport à au message qu'ils véhiculent à les différentes populations, mais aussi à cette vision africaniste d'intégration qu'ils essaient de faire véhiculer. Du coup, lorsqu'ils finissent le sommet, ils décident de s'arrêter là, dans leur parcours au niveau de la CEDEAO, mais en même temps, ils affirment dans les tests qu'ils se reconnaissent dans les tests de l'UA et des Nations Unies. Ça veut dire que ce n'est pas une question de s'isoler par rapport aux États africains. Non, mais c'est de dire que en ce qui concerne l'instrument de la CEDEAO, nous avons décidé, avec l'accord nous avons déjà décidé de quitter. On a informé nos populations et aujourd'hui, pendant que vous devez organiser vos réunions, nous aussi, nous organisons nos réunions pour vous dire que désormais, c'est deux organisations qui sont très distinctes et les différents partis prenants de ces organisations n'appartiennent plus à la même cour. Alors, mais justement, est-ce que ce n'est pas une manière de peser un peu sur les décisions que la CEDEAO allait prendre, revenir sur les sanctions vis-à-vis des États de l'AES? Comment vous lisez cette dynamique, cette actualité? Merci M. Stéphane. Pour moi, la tenue de cette rencontre à la veille de celle de la CEDEAO, c'est un signal fort. Un signal fort envoyé par les trois régimes militaires qui montrent leur volonté de rupture avec la CEDEAO, mais également leur capacité à aller de l'avant. Et on a tout de suite vu le communiqué qui en a découlé et qui montre leur volonté manifeste de se transformer en confédération. Et ce qui s'est passé n'est rien d'autre que une conséquence des défaillances institutionnelles et politiques auxquelles la CEDEAO fait face depuis des décennies. Aujourd'hui, on voit une structure telle que la CEDEAO qui les joue pairs, proclame la démocratie et les états de droit et les joue impairs, assiste à des braquages de votes, à des modifications constitutionnelles sans broncher. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment est-ce que la CEDEAO définit la notion de coup d'État. On a l'impression que pour la CEDEAO, il n'y a que les coups d'État militaires qui sont antidémocratiques et que les coups d'État constitutionnels sont démocratiques. Je termine. Je pense que c'est l'une des raisons de l'implosion de la CEDEAO actuellement. La CEDEAO est incapable de trancher sur certaines questions. Alors, incapable, ça me ramène un peu à un terme. On a vu les élections législatives en France récemment où il était question pour le président Emmanuel Macron de la clarification. Est-ce que vous pensez que ces deux sommets dans cette période, c'était vraiment l'heure de la clarification pour les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel? Oui, mais effectivement, puisque cette alliance va ouvrir de nouveaux champs en termes de coopération internationale, mais également en termes de diversification des partenaires économiques. On sait déjà que la France tient
tient beaucoup à cette zone sahélienne, à cette zone ouest africaine, notamment avec la Côte d'Ivoire qui est un pivot. Mais regardez aussi la position de la Russie, qui est en train de s'imposer avec beaucoup de force, beaucoup de prégnance. Et aujourd'hui, si le Mali a pu libérer la ville de Kidal, c'est par rapport aux renseignements, c'est par rapport aux appuis logistiques et technologiques de la Russie. La France était à Kidal depuis plus de 10 ans. La France n'a pas pu résoudre cette difficulté sécuritaire. Donc aujourd'hui, les États africains, notamment ceux de l'AES qui se transforment en confédération maintenant, sont à la croisée des chemins. Et je pense que rien n'est impossible aux nouveaux objectifs qui se sont assignés, dans la mesure où certains partenaires pourraient se greffer. On a les BRICS qui sont là, on a la Turquie qui est là, le Brésil, il y a même le Maroc. On va revenir tout à l'heure sur ces nouvelles perspectives, cette nouvelle dynamique, mais pour vous... Je pense que pour la France, c'est plutôt une adaptation. Donc, on va revenir plus dans le fond tout à l'heure, mais une autre question, quand je regarde un peu ce timing, est-ce que pour vous qui scrutez un peu l'horizon politique et économique, est-ce que cet événement, c'était une surprise ou bien c'était quelque chose de prévisible? Non, ce n'est pas une surprise. Vous savez, il y a, en matière de diplomatie, et surtout quand il s'agit pour des États de sortir de ce genre de... on va dire ça comme ça, de ce genre de coopération internationale, de comité en griffe, il y a tout un processus. Il fallait trouver la meilleure approche pour vraiment sortir, mais définitivement, et de manière radicale, de manière nette. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à la CEDEAO. Mais vous voyez que même l'UA refuse même de voir trois parties. Et trois parties prenantes, 3 États sortis de la CEDEAO. Déjà, on a vu la Mauritanie qui en est sortie. Aujourd'hui, nous voyons le Niger, le Mali, le Burkina, qui à eux seuls représentent un marché de consommation de plus de 70 millions d'habitants. C'est énorme pour le marché intérieur dans la sous-région. Et nous avons le Mali en termes de production d'or, au niveau de la sous-région, qui est le premier producteur d'or. On a le Niger avec son potentiel des ressources naturelles, pétrolières et minières. Vous voyez que finalement, on est face à une situation qui va impacter la dynamique économique de la sous-région. Parce que la CEDEAO, qui est une association économique, partage un destin commun économique avec ces États-là. Et aujourd'hui, voir ces États-là partir, mais effectivement, il y aura un véritable problème. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il y a une porte d'ouverture qui est là. Bassirou Diomaye Faye a été désigné comme médiateur pour essayer de négocier encore le retour de ces pays-là au sein de la communauté. Mais je ne pense pas que il y aura des succès, à moins qu'il y ait une sorte de redéfinition. On a vu pendant le Brexit, quand l'Angleterre, le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, vous avez vu, ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans, ce n'est pas facile. Mais là, c'est un groupe, ce sont des États qui veulent sortir en moins de 2 ans, en moins d'1 an, en moins de 6 mois. C'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que ce sont des États qui sont liés d'un point de vue culturel. Il y a un fort brassage culturel entre les différentes populations, ce qui risque d'affecter la libre circulation des biens et des personnes. Il y a aussi l'interdépendance de certaines matières premières entre les différents États. Vous voyez que quand la Côte d'Ivoire, par exemple, on est en période de la Tabaski, on dépend essentiellement des pays sahéliens en matière d'approvisionnement en viande. Et lorsque on a vu, quand le Niger a décidé de ne plus faire passer ses marchandises par le Bénin. On a vu ce que ça a créé au Bénin. Donc nous sommes dans une communauté qui a un destin interlié. Et ce destin commun fait que c'est vraiment difficile de voir ces 3 États-là se mettre à l'écart et de se construire une nouvelle alternative. La Confédération a été précise dans ses champs d'action au niveau des États. Il y a le volet du développement, où la Confédération interviendra. Il y a le volet sécuritaire qui est d'ailleurs ce volet-là qui a servi de fondement pour la création de cette confédération. Et il y a le volet diplomatique
qui est justement la clé de la résolution par rapport à ce qui se passe entre ces trois États et la CEDEAO. Et justement, pour emboîter le pas, je vais vous laisser rebondir, mais on va regarder cet extrait justement du ministre des Affaires étrangères du Mali qui revenait justement sur ces trois facteurs qui ont poussé ces États du Sahel à se désolidariser de la CEDEAO, et on revient sur le plateau pour analyser en tout cas les aspects de coopération économique entre l'AES et la CEDEAO. La dernière discussion qu'on a eue avec la CEDEAO, c'était justement à Addis Abeba, si je ne me trompe pas, en janvier ou février 2023. On a eu un échange avec elle. Elle était présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. On dit, si vous ne faites pas attention avec la politique des sanctions, on va aller vers une cassure. Parce que même si on est suspendu, il y a un minimum d'engagement. On dit, il faut là que l'engagement reste sur trois questions. Un, si vous discutez des questions qui touchent à nos pays, appelez-nous au moins pour 15 minutes. Écoutez-nous, on quitte la salle. Deux, si vous discutez des questions de sécurité, ça ne peut pas se faire sans le Mali, sans le Burkina. À l'époque, on était trois, ministre des Affaires étrangères, le Burkina, le Mali et la Guinée à l'époque. Et le troisième élément, on a dit, il y a des questions humanitaires, ça ne peut pas se faire sans nous. Et on nous a dit, mais pourquoi on a demandé ça? On a même accru les sanctions, on a ajouté les ministres des Affaires étrangères et même les chefs d'État. Ça nous a mené à la cassure. Et on s'est dit, bon, on va aller au-delà de l'alliance militaire pour créer, le 16 septembre 2023, donc on a créé l'alliance des États du Sahel sur la base de la charte du Liptako-Gourma. Mais on est en train de travailler maintenant pour aller beaucoup plus loin que ça. C'est de travailler à mettre en place une intégration économique poussée, parce qu'il y avait déjà un espace économique et géoculturel qui était là pour pouvoir travailler, pour renforcer la libre circulation dans nos pays, avoir des projets intégrateurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures. Bon, parce que nos pays sont physiquement aussi liés par beaucoup de réalités qu'on peut... Et ces pays regorgent aussi des ressources minières, minéralogiques, de toutes sortes. Donc, je pense que ça, il y a l'aspect intégration économique sur lequel nos ministres des Finances et les ministres en charge du développement ont travaillé pour pouvoir vraiment nous rapprocher davantage. Et le troisième, c'est vraiment travailler ensemble pour que nos pays parlent d'une seule voix, avoir une action diplomatique coordonnée. Donc, si on dit donc cet espace économique-là sur lequel on est en train de travailler, je pense que c'est extrêmement important de regarder. Nos ministres en charge des affaires étrangères ont recommandé aux chefs d'État d'aller même vers une confédération. C'est-à-dire qu'une confédération en prélude à une fédération des trois États, qui se fera par étapes. Pourquoi nous proposons ça? Parce que nous, nos pays, je dois le répéter, la première réponse était peut-être raconte quelque chose, mais quand on a commencé à exister, beaucoup ont dit, même la CEDEAO, les premières réactions, quand on a signé la charte du Liptako-Gourma, c'est que ces pays veulent casser la région. Ils veulent diviser, ils veulent attaquer l'intégration africaine. Mais le Mali, le Burkina, quand vous regardez nos leaders historiques de Modibo Keïta au Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui, mais ces pays restent fondamentalement engagés pour l'intégration africaine. L'article 180 de la dernière constitution du Mali, adoptée l'année dernière, réitère l'attachement du Mali à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'intégration du Mali, de l'Afrique, avec tout État africain. Donc pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain reste intact, mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens semblent appelés à une intégration plus globale de leur nouvelle confédération. Est-ce que vous pensez que l'étape de la coopération monétaire, c'est-à-dire la création d'une nouvelle monnaie pour cette zone, est à l'ordre du jour? Parce qu'on a entendu quand même dans la déclaration du ministre, il a dit cet espace économique sur lequel ils sont en train de travailler. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Monsieur Stéphane, c'est une question qui est très pertinente et qu'il faut suivre avec beaucoup plus d'acuité. Dans la mesure où c'est la nouvelle configuration comme on appelle ça, de ces trois États, Mali, Burkina, Niger, donne à statuer préalablement sur trois problématiques. Premièrement, il y a la question diplomatique, parce que ces trois États qui sont dans une institution au demeurant et qui sortent. Donc, lorsque la nouvelle confédération est créée, quels seront les liens diplomatiques qui vont les lier à ces États? Donc, c'est une question sur laquelle il faut travailler. Et je ne pense pas que c'est en 6 mois, 1 an que cela se règle. Cela peut se faire sur peut-être une période de 5 ans. Ce qui montre que les régimes militaires sont encore établis dans leur pays, alors qu'ils sont censés transférer le pouvoir. Deuxièmement, il y a aussi les questions économiques. Vous venez d'aborder une question monétaire.
est-ce que l'environnement est propice à la création d'une monnaie? Parce que pour moi, pour créer une monnaie, il va falloir tenir compte de 3 conditions. Il y a d'abord la capacité à sécuriser la monnaie, il y a la technologie pour produire la monnaie, mais il y a aussi des matières premières pour garantir la monnaie. Est-ce que si ces 3 aspects, ces 3 États sont déjà préparés à le faire? Si oui, ils peuvent s'engager. Maintenant, en ce qui concerne les questions économiques, vous voyez, vous avez 3 États qui ont pratiquement les mêmes réalités économiques en termes de force et en termes de faiblesse. Donc, leur capacité à juguler leurs différentes contraintes pourraient permettre de transformer ces contraintes en atouts. N'oubliez pas que les grandes économies, les grandes démocraties se sont forgées face aux difficultés. C'est leur capacité à relever les défis qui feront de cette future organisation une organisation, je dirais, aux visions plurielles avec des résultats tangibles. Mais toujours est-il que la CEDEAO est en difficulté et la CEDEAO joue aujourd'hui sa crédibilité du point de vue éthique. Et parlons maintenant du commerce même et des échanges entre les membres de la CEDEAO et les membres de la Confédération des États du Sahel. Est-ce que cette nouvelle dynamique ne va pas un peu fragiliser la dynamique d'intégration régionale qui était voulue à travers la ZLECAf? Déjà, il y avait un problème. Les sanctions prises déjà par la CEDEAO avaient déjà fragilisé ce lien de coopération bilatérale entre certains pays. Et surtout, on a vu quand même la montée des tensions qu'il y a eu, des épisodes, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et les tons qui sont montés, notamment avec les différents discours des différentes autorités burkinabées, des autorités maliennes par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Bénin, notamment avec le président du Niger. Bon, je vais dire que, en définitive, quand on fait la somme de tout cela, il y a déjà un froid qui s'est installé. Sauf que les États ne sont pas des questions de personnes. Ce sont des peuples qui existent et font exister tous ces États-là. Et au-delà des divergences idéologiques que les dirigeants peuvent faire véhiculer, il y a quand même l'importance de l'avenir des populations par rapport à ce qui se vit. Et comme nous sommes dans des États démocratiques, il y a ce qu'on appelle l'alternance. Et l'alternance fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui le Mali n'arrive pas à s'entendre avec la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que le point de vue idéologique ou des principes défendus par le régime en place en Côte d'Ivoire ne va pas dans le même sens que celui du Mali aujourd'hui, qu'en 2025, qui est un enjeu capital pour la Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle, va faire que s'il y a un nouveau régime qui se met en place, les choses vont changer. Voici aujourd'hui Diomaye Faye, qui est toujours dans la même lancée. On avait parlé de l'héritage que Macky Sall avait laissé par rapport à la diplomatie que met en évidence le Sénégal. Et Diomaye Faye continue dans cette même lancée. Mais si c'était un autre environnement, une autre animation, peut-être que Diomaye Faye allait avoir une autre posture par rapport à celle qu'il a aujourd'hui. Donc, je vais dire que ça ne change pas. Il y a des traités bilatéraux qui sont là, ce sont des instruments diplomatiques qui permettent de sauver certaines je vais dire, mésententes entre les différents États. Et n'oublions pas que, je reviens sur la question de la monnaie, ce ne sont pas des questions qui se traitent comme cela. Parce que pour qu'on puisse créer une nouvelle monnaie, il faut s'assurer que cette monnaie-là soit acceptée sur le marché international. Alors que là, on parle de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, de la Banque centrale. Ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. C'est d'autres questions qui sont abordées à ce niveau-là. Et oui, effectivement, ça peut être une question qui peut être traitée si d'aventure on arrive à mieux comprendre le sens que les différents États la donnent à la Confédération. Déjà, la Confédération, il faut comprendre que c'est le fait que des États ils gardent leur indépendance, leur autonomie, mais ils mettent en commun des intérêts qu'ils essaient de défendre. Et ça, c'est la Confédération. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la charte qui engage les différents États de l'AES, il y a cette autonomie, cette indépendance-là qui leur permet à eux de toujours maintenir des relations bilatéraux avec des États, qui leur permet de se maintenir toutefois aussi au niveau de la zone franc CFA. Voilà, donc je veux dire que c'est une question, c'est vrai, qui est pertinente, qu'il faut pouvoir
aborder dès maintenant, mais qui ne va pas se traiter comme cela, parce que ça va demander un référendum, certainement une consultation populaire par rapport à ce genre de décisions-là. Alors, moi, je dis que la création de cette confédération aura forcément des impacts au niveau du commerce. Ça, c'est clair. Puisque, étant dans la CEDEAO est balisée et encadrée par des rapports économiques et commerciaux. Donc, lorsque vous sortez de ces accords-là, est-ce que vous êtes toujours bénéficiaire de ces accords? Quels sont les mécanismes qui seront mis ensemble afin de faciliter les rapports politiques, diplomatiques et économiques? Je pense que c'est toutes ces questions qui seront réglées. Dans l'intervention du président burkinabé Ibrahim Traoré, du chef d'État Ibrahim Traoré, il y a quelque chose qui est ressorti. Il a dit qu'ils sortent de la CEDEAO, mais ils sont toujours membres de l'UEMOA, l'organisation économique. Donc ça sous-entend quand même certaines nuances. Oui, mais il y a mais le Nigeria est dans la CEDEAO. Le Nigeria n'est pas dans l'UEMOA. C'est là la question justement. Est-ce que cela va pas fragiliser davantage? Pour moi, ça ne pose pas de problème. Parce que même le Nigeria dont on parle, on essaie tous de les regrouper dans cette nouvelle monnaie qu'on essaie de mettre en place, l'éco. Le Nigeria est dans la CEDEAO, le Nigeria a 66% du PIB de la CEDEAO, mais le Nigeria n'est pas dans l'UEMOA. Pareil pour le Ghana. Donc moi, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. C'est une question de régulation des tests. Une fois que les parties prenantes sont d'accord, mais les échanges commerciaux vont s'effectuer dans les règles de l'art, même en termes d'échanges diplomatiques. On prend par exemple un exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il n'y a pas de visa dans la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il n'y a pas. Justement, il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce sont des accords bilatéraux. Voilà, et on vient de voir qu'avec cette nouvelle dynamique... Écoutez, ces pays-là sont obligés de s'entendre. Mais avec cette nouvelle dynamique, on va demander des visas à ces ressortissants de ces 3 pays. Est-ce que ça ne va pas impacter le cours des activités? Mais monsieur, regardez un seul exemple. La Côte d'Ivoire des ressortissants aussi au Mali. Il en a de même. C'est un brassage. L'espace régional est un espace de brassage. Donc, si vous voulez imposer des visas vous serez imposés. Non, mais c'est ça, c'est le rapport de réciprocité. C'est le rapport de réciprocité. À ces États de s'asseoir et puis de réfléchir sur la question. Mais pour moi, ce sont des questions qui ne peuvent pas être traitées en 6 mois. Donc on est d'accord que les pays membres de la Confédération des États du Sahel, au niveau politique et diplomatique, vont se retrouver en confédération, mais au niveau de la coopération économique, il va falloir que certains accords ou certaines dynamiques soient redéfinies. C'est clair. Monsieur Simoro, moi je pense qu'on est arrivé à ce stade-là. Pourquoi? Il faut comprendre. Il y a des sanctions qui ont été prises par rapport à ces États-là. Et ces sanctions-là... Et au mépris même des thèses. Ces sanctions ont été économiques, militaires, donc ça impactait justement la dynamique du développement de ces différents États. Et ces différents États, ils devaient prendre des décisions pour contourner cette machine diplomatique au niveau international. Quand je dis international, je parle bien sûr de la CEDEAO. Et aujourd'hui, ces États-là ont progressé dans cette dynamique et ont pu identifier qu'il y a la possibilité pour eux de se rapprocher davantage en confédération. Mais cela ne change en aucun cas le fait que le Mali ou le Burkina puissent entretenir toujours le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qui existe depuis 2008 et qui normalement devait connaître sa 10e conférence en 2023. Ça ne change pas que le Mali puisse toujours entretenir la relation commerciale, notamment sur le bétail et le transit que la Côte d'Ivoire offre comme état de transit avec le port de San Pedro ou le port d'Abidjan, le port du nord d'Abidjan. Ça ne change pas. Mais ce qui change par ailleurs, par contre, c'est l'influence que la CEDEAO puisse avoir dans la vie de ces États-là par rapport aux différentes décisions qui ont été prises. On a vu en Côte d'Ivoire, les différentes décisions qui ont été prises par la CEDEAO quand il y a eu l'embargo que la CEDEAO avait mis sur la Côte d'Ivoire pendant la rébellion. On a vu l'embargo sur les médicaments. Il n'y avait pas de médicaments pour soigner les Ivoiriens. On a vu l'embargo même sur la monnaie par rapport aux ressources économiques que la Côte d'Ivoire avait. Et les États, je veux dire, les États vivent en fonction de l'histoire. Ils se sont rendus compte que s'ils se laissent emporter dans cette dynamique-là, ils risquent de voir les populations souffrir et les populations, elles, en retour, vont se soulever pour demander à ce que ces différents dirigeants la partent. Et donc, il fallait trouver une alternative, mais qui puisse aller dans le sens, certainement, de la volonté des différentes populations. Je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'elles vont. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai que politiquement, au niveau des politiques internes, il y a certaines voix qui s'élèvent, mais les populations, dans l'ensemble, ont des problèmes structurants et structurels
Et ces problèmes-là sont en train d'être réglés. Je me dis, parce que Gao, Kidal, ce sont des points forts, c'était des points forts qui étaient occupés par le terrorisme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la nouvelle génération qui est là, qui dirige le pays, Gao a été libéré, Kidal a été libéré. C'est quand même des points de satisfaction. Donc, on va dire que la Confédération des États du Sahel est lancée dans une dynamique que ce sera difficile de faire marche arrière à ce moment. Donc, difficile médiation pour Bassirou Diomaye Faye. Mais on continue d'observer l'actualité et on prie Dieu que... On reste optimiste. On reste optimiste, que tout se passe bien, que la solidarité africaine prime. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée à la nouvelle dynamique de coopération économique entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.